Je pense qu'on est on air. Bonjour à tous. Je vais attendre encore, on va attendre encore quelques instants, si vous le voulez bien, pour attendre que d'éventuels autres participants se connectent. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour Fares. Alors, comme c'est un live qui est en replay ensuite pendant plusieurs mois, je pense qu'on va peut-être commencer. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce live et ce webinaire concernant les 5 clés pour réussir le choix de votre nouvelle SIRH. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat et nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Je vais passer sur le slide suivant. Alors, Fares, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc, Fares Imami, DRH adjoint en charge de la paye et de la rémunération au sein du groupe Ponticelli Frères, qui est une société de prestations multiservices dans le domaine de l'énergie, oil and gas, énergie renouvelable et accompagnement de nos différents clients de bout en bout dans leur chaîne de valeur. Merci. Je suis Aurélie Carrier, je suis manager dans la société de conseil HR Conseil. J'ai 22 ans d'expérience dans RH et SIRH, comme Fares a 22 ans d'expérience aussi. Et donc, notre conseil est un conseil d'expertise RH et SIRH qui a 17 ans d'existence. 2004 pour sa création. Nous avons environ 200 références clients, tous secteurs confondus, dont les BTP, dont fait partie Fares, la société Fares, avec un chiffre d'affaires de 14 millions et plus de 100 consultants qui ont une seniorité assez importante, environ 10 ans d'expérience en moyenne. Pour les Happy Client et Happy at Work, en termes de Choose My Company, ainsi que le RSE, donc pour tout ce qui est label RSE, avec le label ToMy. Nous sommes ensemble avec Fares aujourd'hui pour vous parler des grandes étapes à ne pas manquer dans le cadre du choix de votre SIRH. Donc, on va tout de suite passer en guise d'introduction. Je voulais vous présenter les différentes étapes, le contexte que vous devez prendre en considération dans le cadre de la prise de décision pour le choix de votre SIRH. Donc, nous avons affaire à un marché des solutions SIRH qui est foisonnant, qui est complexe et qui demandera une étude assez approfondie. Je pense qu'on verra ça dans le cadre des futurs slides qui vont arriver ensuite. Donc, un marché des solutions SIRH, comme je disais, foisonnant, des projets qui sont complexes, puisque vous avez des enjeux qui sont importants quand vous commencez votre réflexion et tout au long de votre réflexion pour la prise en compte et le changement de votre nouvelle SIRH. Évidemment, tout ça doit se passer dans le cadre d'une méthodologie adaptée, puisque vous êtes engagé, vous avez de forts enjeux, donc il faut être conscient de la méthodologie et de l'engagement en face de ce type de projet très, très contraignant et demandant un fort engagement, encore une fois. Sachant que, en général, vos équipes n'ont pas énormément de temps, donc il faut pouvoir les
cadrer et les impliquer dès le début du projet dans le cadre de cette complexité et des contraintes afférentes. Donc, comme nous avons vu, on est dans un contexte complexe et multifactoriel, un marché des solutions foisonnant, un projet qui va vous demander de fortes implications du fait de sa complexité, une méthodologie à mettre en place, ainsi que des équipes à engager dès le début de votre projet. Donc, dans ce cadre contraignant et engageant, je voulais voir avec vous les 5 étapes à ne pas manquer pour mettre à plat tous les aspects de votre organisation. Donc, les aspects organisationnels, fonctionnels, mais aussi techniques. Et nous avons identifié 5 étapes qui, chronologiquement, nous semblaient logiques pour mener à bien votre réflexion dans le choix de votre SIRH. Donc, des premières réflexions jusqu'au lancement du projet. On reviendra dans le détail sur ces différentes étapes. Sachez que, donc, si on veut commencer par un socle solide, il va falloir que vous pesiez et priorisiez les enjeux et les objectifs associés à votre projet de refonte, cibler une trajectoire et un périmètre, évidemment, et formaliser tout ça au sein, tous vos besoins, du coup, au sein d'un cahier des charges qu'on reverra également dans le cadre du détail sur lesquels je vais passer ensuite. Même si vous pouvez solliciter et travailler sur des études de marché concernant les différents offreurs et les acteurs du marché, vous devrez les solliciter de façon plus précise dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres, évidemment, pour arriver à choisir l'outil gagnant pour votre organisation. Donc, voilà les 5 étapes de la prise de décision. Nous allons revoir donc, dans un premier temps le détail, on va dire, ou quelques éléments concernant la mise en perspective de vos enjeux. Évidemment, on va travailler sur la mise à plat des enjeux sur plusieurs axes à court, moyen et long terme. Et ça va nous permettre de prioriser, vos enjeux et d'identifier les objectifs fonctionnels et techniques pour arriver au choix de votre solution. C'est important de mettre à plat ces enjeux, évidemment, pour avoir une stratégie globale, identifier la stratégie globale de votre entreprise, bien identifier aussi où se positionner dans votre cœur d'organisation et identifier les attentes vis-à-vis de votre culture d'entreprise qui vous est propre et réfléchir aux grandes orientations et surtout détacher du coup les enjeux dans le cadre d'un projet qui est stratégique et qui aura des impacts sur la durée, puisque je crois, Fares, que le dernier outil que vous avez date de longtemps. Oui, alors moi pour compléter les interventions d'Aurélie, je vais m'appuyer sur le projet qu'on est en train de réaliser et qui m'occupe, je dirais, au sein du groupe Ponticelli depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc au début de notre démarche, il y a eu un travail interne, entre guillemets, pour réfléchir et poser les premières briques de notre besoin, puisque notre outil actuel principal a été mis en œuvre il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, juste en quelques chiffres, le groupe Ponticelli, c'est 3500 salariés en France. Et le projet prévoit d'embarquer également nos intérimaires et nos prestataires, ce qui nous emmène non loin de 5000 personnes gérées. Donc, un premier travail en interne pour poser les premières briques, savoir quels étaient nos besoins et qu'est-ce qui allait nous permettre de favoriser l'adhésion des différents acteurs. Ensuite, on a aussi choisi de se faire accompagner
par un acteur du marché du conseil RH et SIRH pour m'aider à faire avancer cette démarche de transformation au sein de l'entreprise et de définir un schéma directeur et les grandes lignes d'un plan. L'objectif de cet accompagnement est multiple. Un, ça nous permet de nous appuyer sur des personnes qui ont des expériences différentes des nôtres, qui ont du temps à consacrer au projet. Ça, c'était un élément qu'évoquait en introduction Aurélie. Et ça permet tout de même aussi de faire passer certaines idées, certaines réalités auprès de notre direction ou de nos directions, puisqu'on est un groupe multifilial, car la perception de la direction, des directions peuvent parfois être différentes de celles des acteurs RH locaux, mais aussi qu'on peut avoir en DRH central. Okay. Donc ce regard extérieur est aussi un atout et un enrichissement. Et tu étais accompagné par quel acteur du marché sur le... Alors, dans notre démarche, on a découpé ça en deux parties. On a fait une première partie sur le schéma de directeur pour poser les bases, puisqu'on partait d'une situation qui existait depuis plus d'une vingtaine d'années, et une deuxième partie concernant la rédaction du cahier des charges, enfin l'accompagnement dans la rédaction du cahier des charges, l'aide au choix et la gestion de projet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné arbitrairement, je dirais, 3 cabinets de conseil avec lesquels j'avais déjà travaillé dans des vies antérieures et des personnes que je connaissais, dont HR Conseil qui a été retenu, sachant que j'ai organisé la consultation, mais je n'ai pas directement participé au choix puisque j'étais accompagné dans ces démarches de notre DSI de l'époque, notre directeur général en charge de la digitalisation et la DRH. Oui, donc justement, par rapport à l'identification, pardon, est-ce que vous voyez toujours la présentation? Moi, je ne la vois plus. Pardon? Je ne la vois plus. Et oui, alors, est-ce que, Emmanuel, tu peux... Oui, pardon. Un petit voilà, problème technique. Ok. Non, je ne peux pas aller au-delà. Alors. Revenu. Oui, oui, oui. Tu me posais une question, Aurélie? Non, je disais que pour la suite, mais quand je clique sur flèche droite du clavier, évidemment, il faut qu'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que ça ne va pas plus loin en termes de slide, de présentation. Donc, c'est merveilleux. Voilà. Alors, hop là. C'est embêtant. Alors, pardon, hein, je suis vraiment désolée, je ne peux pas aller... Est-ce que quelqu'un peut... Voilà, merci. Voilà, donc il fallait un petit peu de temps, je suis vraiment navrée. Donc, on était sur la phase, tu nous expliquais, Fares, à quel point c'était important finalement de prendre en considération les différents enjeux de la société et que vous les avez mis à plat. Et c'est ce qui correspond à la première étape, à ne pas manquer aux bonnes pratiques pour arriver à un choix de solution et ensuite à un projet qui va se dérouler le mieux possible et le plus sereinement possible. Donc, cette phase de mise à plat des différents enjeux doit se faire, et tout le reste du projet pour l'aide au choix doit se faire dans le cadre d'un projet qui est structuré et constitué de plusieurs étapes. Donc, la première étape est de faire des entretiens avec les acteurs stratégiques de la société pour prioriser les enjeux dont on a parlé tout à l'heure, donc, et les peser et les identifier à court, moyen et long terme. Je dis ça parce qu'on a des acteurs stratégiques comme la direction générale, la DRH, la comptabilité, la DSI, qui peuvent avoir des enjeux différents, peut-être contradictoires, et c'est important de les mettre autour de la table et de poser ces enjeux
dans un premier temps. Oui, tu disais quelque chose juste avant qui était important, c'était la culture de l'entreprise. Donc parfois, les personnes qui sont en charge de ces projets SIRH sont des anciens et qui ont déjà quelques années d'expérience dans l'entreprise, et dans d'autres cas, on rejoint une société dans le cadre de cette démarche de transformation. Et je pense qu'en amont de la rédaction du cahier des charges, pour assurer le succès et la réussite d'un tel projet, il est important d'aller prendre la température et d'échanger avec les différents prescripteurs, les différents acteurs et les différents clients de la solution. La notion de prescripteur est importante parce que pour qu'un projet réussisse et qu'on choisisse le meilleur acteur et le meilleur outil pour notre SIRH, il faut avoir aussi conscience de tout ce qui est sous-jacent à la simple réalisation des missions de l'ARH. Nous, du coup, on a souhaité rencontrer un certain nombre de patrons de filiales donc, et membres de la direction générale pour voir quelles étaient leurs attentes et leurs perceptions d'un nouvel SIRH et dans quelle mesure ils pourraient y trouver une création de valeur ou une facilitation pour les équipes managériales. Et ça permet à la fois, de commencer la démarche commerciale du projet pour vendre le projet et pourquoi un tel investissement, et aussi en favoriser l'acceptation une fois que l'on délivrera les premiers modules et la nouvelle solution. Okay. Et donc, une fois que vous avez mis en perspective ces enjeux, ce qu'on conseille également dans le cadre de la trajectoire identifiée pour arriver à la solution et à un projet qui va se passer dans les meilleures conditions, c'est d'engager la totalité des acteurs qui vont intervenir ou dans le choix de la solution et ou dans le projet le plus tôt possible. Et donc, on va, lors d'une réunion de lancement, présenter les enjeux à toutes les parties prenantes et leur proposer un planning aussi d'études de trajectoire, puisque l'étude de trajectoire est la deuxième étape dont on parlait tout à l'heure dans notre schéma. Donc, on met à plat les enjeux et ensuite, on va travailler sur la trajectoire identifiée à travers ces enjeux. Donc, oui. Une réunion de lancement avec un sponsor, une équipe dédiée, identifiée et qui va s'impliquer dans le cadre du projet. Et puis, une fois que la réunion de lancement est passée, les étapes de l'étude de trajectoire qui sont le diagnostic de l'existant, donc diagnostic de l'existant qui permet de la même façon, comme c'est indiqué, de prendre en compte de manière exhaustive tous les besoins des futurs utilisateurs avec une approche orientée cible et qui va permettre d'identifier aussi les axes d'amélioration. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, c'est essentiel de repartir des besoins du terrain et des personnes qui vont utiliser l'outil au quotidien et pas forcément garder que la vision qu'on peut en avoir selon les organisations en tant que manager, en tant que direction centrale ou nationale pour nous permettre d'apporter vraiment une plus-value pour ceux qui vont utiliser cet outil au quotidien, et leur perception peut être légèrement, entre guillemets, légèrement différente de celle que nous, on peut en avoir. Donc, une fois effectué le diagnostic de l'existant, donc pour ça, il faut des réunions, il faut une organisation, il faut que tous les acteurs cibles soient là, que ce soit DSI, responsable paye, comptabilité, manager opérationnel, pourquoi pas, et qu'on a identifié les axes d'amélioration. On va proposer des scénarios qui vont permettre d'arriver à plusieurs scénarios qui vont permettre d'arriver à un scénario cible, une trajectoire propre et une cible identifiée. Donc, ces scénarios vont permettre d'identifier les différentes possibilités qu'on va avoir dans le cadre de l'aide au choix qui va arriver, avec
la mise à plat des différentes possibilités, le SWOT, le menace, opportunité, force et faiblesse, de chaque scénario pour proposer un scénario et un dossier adapté. Est-ce que durant cette phase, tu peux nous rappeler la façon dont vous avez fonctionné? Oui. Alors, pour nous, ce qui était important durant cette phase de trajectoire et de définition du périmètre, c'était d'avoir la vision la plus globale possible de l'ensemble des fonctionnalités, de l'ensemble des besoins que l'on allait chercher à couvrir. Vraiment avoir une vision la plus précise possible et la plus large possible. C'est ce qui va permettre finalement pour la suite de la démarche et la suite de l'avancement du projet, d'avoir une idée précise de là où on va atterrir, de ce que l'on doit absolument embarquer et qui doit être fonctionnel, opérationnel le jour du go live, et ce qui pourrait nous permettre de dériver un petit peu dans un lot 2. Je vérifie qu'on passe. À la suite du process, qui est un petit peu long pour le passage d'une slide à l'autre. Donc, une fois qu'on a identifié la trajectoire et la cible associée, la formalisation des besoins, donc c'est la phase qui arrive juste après, qui permet de formaliser, du coup, dans le cadre du cahier des charges, l'ensemble des attentes. Alors, par là, on n'entend pas seulement les fonctionnalités cibles, mais aussi tout ce qui est prérequis, technique et autres d'ailleurs, et puis le niveau de service qui est important aussi dans le choix de la solution et qui peut faire la différence. Donc, ce cahier des charges, dans l'étude de trajectoire, on a vu le plan projet, que ce soit pour l'ensemble des étapes à venir. Et la prochaine étape étant le cahier des charges, on va le présenter encore une fois à une équipe qui sera impliquée dans sa rédaction, et on va l'organiser à travers des ateliers thématiques qui vont solliciter les sachants, évidemment, donc on aura identifié au préalable, et des ateliers thématiques qui vont donner lieu donc à la rédaction du cahier des charges, avec également des grilles de réponse pour les différents offreurs qui seront challengés ensuite dans le choix de la solution. Sachant que dans un cahier des charges, on ne doit pas oublier de mettre le planning projet et l'organisation de la consultation. Là-dessus, nous, on a une démarche assez atypique à laquelle ni HR Conseil, ni les offreurs que l'on a sollicités n'étaient habitués, puisque j'ai fait une présélection avec le soutien d'HR Conseil, mais j'ai fait une présélection de quelques acteurs du marché qui avaient des produits qui me semblaient, des solutions qui me semblaient répondre aux besoins du groupe Ponticelli Frères, à la fois pour la transformation RH nécessaire par des outils vieillissants et obsolètes, mais aussi pour la projection du groupe et l'internationalisation que l'on souhaitait donner à notre futur SIRH. Donc, on a organisé une phase de présélection d'avant-vente où on a demandé à certains acteurs du marché de venir nous faire des présentations. Enfin, on a organisé par Teams, puisque c'était la période du Covid, mais d'organiser des présentations de leurs solutions. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais décrit les accords de la société Ponticelli Frères, qui est la société la plus importante avec plus de 2400 salariés, en leur disant, voilà un peu le degré de complexité que l'on a chez nous et ce que l'on va attendre de vous. Organisez-nous une présentation, s'il vous plaît, qui nous permette de voir, ce que votre outil sait faire et dans quelle mesure il pourrait répondre à ses premiers besoins. Et ça, on l'a fait en amont de la rédaction, de la finalisation du cahier des charges.
pour prendre la température et aussi pour enrichir notre cahier des charges de fonctionnalités qu'on trouvait intéressantes durant ces présentations. L'autre élément qui était intéressant, c'est que durant cette phase, je dirais, de pré-définition et réalisation du cahier des charges, c'est qu'on a embarqué plusieurs acteurs de nos entités Ponticili Frères et de nos filiales pour qu'ils assistent à ces présentations commerciales et qu'ils puissent émettre leur avis. C'était important à deux titres, au moins à deux titres. La première, on montrait que ce n'était pas un projet qui était voulu par la direction générale et la direction des ressources humaines nationales. Premier élément très important. Et deuxièmement, ça permettait aussi de mettre en situation des personnes que j'avais pré-identifiées pour faire partie de l'équipe projet. Et donc de pouvoir les impliquer au plus tôt. Ensuite, dans le cadre de la rédaction du cahier des charges, on l'a soumis à l'ensemble de la communauté RH. Donc, bien entendu, sur les 25 responsables RH et équipes à qui ça a été proposé, tous ne l'ont pas lu, mais là encore, ceux qui ont été curieux ont pu aller regarder les quelques points, et nous, c'est ce qu'on leur demandait, les quelques points qui étaient importants pour eux dans leur organisation, dans leur processus. On a eu quelques échanges aussi un peu musclés avec notre conseil, HR Conseil pour ne pas le citer, quant à la démarche, au degré de détail et de précision qu'il devait y avoir dans le cahier des charges. On voulait un démarrage en Big Bang, donc Go Live commun pour 17 sociétés, 18 conventions collectives régionales, 4 conventions collectives nationales et environ 3500 personnes, avec des outils qui datent d'une vingtaine d'années, donc avec une marge, un gap à franchir très important. On passait aussi d'un outil assez ouvert, dans lequel le prestataire qui nous accompagne jusqu'à présent nous permettait de faire un peu tout ce qu'on voulait. Et donc, c'était important de pouvoir définir un cadre dans lequel on allait se positionner. Alors, l'inconvénient d'une telle démarche, c'est que c'est chronophage. C'est chronophage en interne parce que faut aller chercher les besoins, faut les formaliser, faut les rationaliser. Et ça, c'est un travail qui est en amont de l'outil parce que les outils ne permettent pas tout. Il nous faut un travail sur nos processus et un travail de simplification. Ça peut aussi faire peur aux acteurs du marché qui, s'il y a trop de détails dans un cahier des charges, peuvent ne pas se sentir très à l'aise parce qu'il y a moins de zones grises, il y a moins de zones non formalisées. L'avantage, c'est que du coup, lors de la contractualisation, lors du déroulement des ateliers, on est quand même beaucoup plus à l'aise parce qu'on a réfléchi au projet, on est rentré un peu dans le détail et du coup, on a pu formaliser tout ça. Oui, mais je pense que c'est le plus important, finalement, d'aller le plus en amont et d'être dans cette phase amont sur la recherche d'un maximum d'informations. Oui, alors je peux que être d'accord avec toi. C'est ce qu'on a fait. Et là, on reboucle ce que l'on a dit tout à l'heure, la disponibilité des équipes en interne, la maîtrise des sujets des équipes en interne et la nécessité, le besoin de peut-être se faire accompagner pour pouvoir déléguer le formalisme à un tiers qui est habitué à faire ça, pour passer son temps sur les réflexions à plus grande valeur ajoutée. Oui, donc tu confirmes que la méthodologie qu'on présente aujourd'hui est essentielle pour arriver le plus sereinement possible au choix de la solution et au projet à venir, et puis avoir le moins de zones d'ombre et de zones grises à venir. Tout à fait. Sauf à avoir des équipes totalement disponibles. Oui, il me semble effectivement voilà, c'est tout à fait, c'est très rarement le cas si ça devait l'être. Mais voilà, c'est un investissement qui permet d'aborder les choses de manière plus sereine et de se concentrer sur ce que nous, en tant que clients, que sachants, on peut réellement apporter dans le cadre du projet. Ok, donc pour la suite de la méthodologie, donc on a mis à disposition un cahier des charges avec des grilles de réponse qui sont formalisées pour une comparaison qui est à la fois équitable et puis factuelle, et ça c'est très important aussi, et une organisation de la consultation.
Et donc, on va arriver à la sollicitation, on va dire, un peu plus précise, enfin même très précise, des acteurs du marché, qui va permettre de les challenger, notamment par rapport au cahier des charges qu'on a envoyé. Donc, les challenger de plusieurs manières. On peut pourquoi pas leur demander un accès à un bac à sable, ou de toute façon demander poser toute question ou complémentaire qui permettrait de les solliciter de façon plus efficace. Oui. Là-dessus, ce qui, moi, me semble important, c'est de savoir ce qui est proposé par les différents acteurs de marché et de connaître les différentes offres qui peuvent exister, qui peuvent répondre à nos besoins. Du coup, moi, il y a quelque chose que je fais régulièrement, c'est se déplacer sur notamment le salon des solutions RH qui a lieu chaque année à Paris au mois de mars. Il vient juste de se terminer la semaine dernière. L'objectif, c'est de pouvoir voir les différents acteurs du marché, avoir des démonstrations des différents outils. Alors, ces démonstrations fonctionnent toujours très bien, il n'y a jamais aucun problème. Ce sont tous les meilleurs outils du monde. Mais l'important, c'est pas tant de les challenger et de s'assurer qu'ils répondent à 100% de nos besoins, de notre réalité, mais c'est d'avoir une idée aussi précise que possible de ce qui peut exister, de ce qui peut nous être proposé, et finalement le gain de valeur que l'on pourra avoir pour nos clients. Le marché est florissant avec l'apparition, ça fait quelques années maintenant, de start-up qui offrent des solutions, je dirais, très pointues dans certains domaines. Et on a aussi un regroupement des acteurs, je dirais, un peu plus historiques du secteur. Donc, voir quelles sont les orientations, quelles sont les solutions qui vont continuer à exister, qui vont évoluer, de celles qui vont complètement se transformer. Ça permet aussi de se poser les bonnes questions et de voir dans quelle mesure la stratégie des différents acteurs est en adéquation avec celle de notre société et celle qui répond le mieux à nos besoins. Et comme je le disais juste avant, ce qui est aussi important en termes d'orientation, de type d'outil, c'est de se poser la question, est-ce que l'on veut un outil qui est complètement ouvert, qui nous permet de faire absolument tout? Alors, ça a le gros avantage d'être un outil qui va faire de la dentelle. L'inconvénient, c'est en termes de maintenance, d'évolution du standard de l'éditeur. Là, ça risque de nous coûter un peu plus cher avec des mises à jour de versions qui peuvent intervenir plusieurs fois dans l'année. Et de l'autre côté, passer sur ce qu'on appelle des solutions modélisées, qui existent de plus en plus avec les outils SaaS qui sont poussés, où là, qui dit modélisé, dit marge de manœuvre plus réduite. Donc, en fonction de la réalité de l'entreprise et de l'inventivité dont on a pu faire preuve dans la rédaction des différents accords sur le temps de travail et autres, on voit dans quelle mesure on déroge pas beaucoup à notre convention collective et du coup le degré de flexibilité dont on peut avoir besoin. Et donc, une fois les acteurs du marché sollicités, dans le cadre donc, de la réponse à appel d'offres, on arrive sur la dernière étape essentielle qui est le choix de la solution adéquate. Dès que le slide voudra bien arriver. Mais l'important, en fait, lors de la réception des différentes offres, c'est, et là, c'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement, on a des outils et on a l'habitude de cadencer cette aide au choix, pardon. Et donc, on va
faire ça en plusieurs fois. Donc, la réception des offres va permettre de les dépouiller, donc évidemment, sur la base de la grille de comparaison qu'on avait mis pour permettre aux offreurs de répondre aux différentes fonctionnalités. Donc, une identification des critères discriminants qui va nous permettre d'élaborer une notification par rapport à l'ensemble des offres qu'on a réceptionnées et d'identifier, de les mettre en qualité, de reposer des questions, de cadrer un petit peu plus peut-être les réponses, pour arriver jusqu'à une liste un petit peu plus, une shortlist des solutions les plus adéquates. On peut passer de 6 offreurs, de 6 réponses à 3, par exemple, dans le cadre d'une première sélection. Et ensuite, c'est intéressant et c'est important d'avoir ces différents offreurs en soutenance et de les challenger encore sur la base de démonstrations avec des cas d'usage qui peuvent être assez simples, mais qui permettent d'avoir une vision globale de l'outil. Je pense qu'une fois cette soutenance effectuée, le choix de la solution est assez simple finalement dans le cadre d'une réunion avec les différents décideurs pour finaliser le process. Il y a quelque chose que tu as dit qui est important selon moi, c'est les cas d'usage. Oui. Les outils qui sont utilisés dans le cadre de ces appels d'offres sont des outils standards qui sont censés répondre au moins aux besoins de la réglementation. Ce que l'on a fait, c'est que nous, on a prévu 4 ou 5 pages de cas d'usage qui répondaient à des besoins du groupe Ponticini Frères. Et on leur a demandé de nous montrer comment ça se déployait, comment ça se mettait en œuvre dans leur solution. Et on leur demandait de saisir ça en live devant nous pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse se projeter dans quelle sera notre façon de travailler demain. Et là, ça rejoint l'importance d'avoir intégré des personnes qui sont des responsables paye, qui sont des gestionnaires dans cette consultation et dans la totalité de cette démarche, pour avoir leur ressenti, puisque c'est eux qui vont utiliser cette nouvelle solution au quotidien. L'autre élément qui me semble important, et là encore qui est pas forcément habituel dans la démarche, on sait tous qu'aucun produit, aucune solution ne répondra à 100% de nos besoins. Toute personne avisée sur le sujet le sait. Donc, on va être dans les fameux 80-20. Et finalement, dans le cadre de notre démarche, moi, je me suis beaucoup attaché à ces fameux 20%. Et la question que je me suis posée, c'est finalement, qu'est-ce que la solution de l'éditeur A, de l'éditeur B, C, ainsi de suite, ne faisait pas et dans quelle mesure elle ne répondait pas à notre besoin. Et plutôt que d'être satisfait de savoir qu'ils étaient en mesure de gérer la situation des expatriés, puisqu'on en a quelques-uns, je me suis plutôt intéressé à ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire. Et on s'est posé la question ensuite de savoir, est-ce qu'une gestion dégradée sur cette thématique, sur ces différentes thématiques, ou une gestion manuelle, est-ce que c'était acceptable ou pas? Et donc finalement, on est parti du principe où c'était du 80-20, que chaque éditeur n'allait pas nous proposer les mêmes avantages et nous imposer les mêmes inconvénients. Et finalement, quels sont ceux qui étaient les moins pires pour nous, pour notre organisation et surtout pour notre projection. Et finalement, c'est ce qui nous permet ce qui nous a permis aussi de différencier ces différentes offres qui, pour la plupart, sont toutes très intéressantes. C'est aussi le moyen, car même si on intègre un certain nombre d'acteurs locaux, on n'intègre pas absolument tout le monde, de positionner, de partager cela et d'être serein avec le choix de la solution que l'on préconisera et le partenariat qu'on va tisser pour les 5, 10, 15 années à venir. C'est important ce que tu dis et c'est vrai que
ça permet aussi de partir pour finaliser encore une fois le process, sur partir ensuite sur de la contractualisation de façon sereine. Je voulais. Alors, on avait juste une question, pardon, sur qu'appelez-vous mise en qualité des offres? Oui. Alors, ce que j'appelle mise en qualité des offres, c'est la possibilité, une fois qu'on a réceptionné les différentes réponses, de faire des notes de recadrage, de voir ce qui manque, ce qui est à préciser dans le cadre d'échanges. Ça peut être des réunions, des points avec les différents offreurs pour arriver à une qualité de réponse qui est suffisante pour nous, suffisante pour tout le monde, pour vous, pour le client, pour partir sur des bonnes bases, sachant que on a cette mise en qualité. Si on a des notes de recadrage à faire, on les envoie à tous les offreurs, les questions-réponses, on va dire, pour que ça reste un process équitable et qu'on soit sur le factuel. Il nous reste 5 minutes. Si tu me permets peut-être un complément par rapport à cette question, pour que je partage notre expérience et ce que l'on a fait sur le projet, c'est que nous, on a défini un cadre dans lequel on a imposé à chacun des offreurs de répondre. En définissant un certain nombre de chapitres, en leur disant, là, on voudrait que vous nous apportiez des éléments de réponse sur tel point de la consultation, dans ce chapitre-là, sur tel point de la consultation, pour nous permettre finalement de pouvoir comparer les offres. Et à côté de ça, on a fourni aussi un fichier Excel dans lequel, par thématique, on a identifié les différentes fonctionnalités que l'on attendait. Et on leur demandait de nous préciser si c'était une fonctionnalité standard, si c'était faisable par le biais d'un paramétrage simple ou complexe, ou s'ils allaient partir sur un développement spécifique pour répondre à ce besoin, voire nous préciser que ce besoin ne sera pas couvert, parce qu'il n'est pas inclus dans le standard et qu'il ne prévoit pas de faire de développement spécifique pour y répondre. Et du coup, ça permet de s'assurer aussi qu'on couvre bien l'ensemble du scope qui nous intéresse et qu'on ait une base de comparaison, et ça permet aussi d'aider les offreurs à ne pas oublier un certain nombre de points. Et ça, c'est important parce que bien que dans le privé, il n'y ait pas les mêmes contraintes que dans le public, à un moment donné, quand on sollicite différents acteurs, il faut qu'on puisse faire un choix éclairé, et ça commence par une réponse de qualité aux offres et se donner le moyen de pouvoir les comparer et les noter. Et on avait une autre question sur les outils d'évaluation des solutions qu'on a utilisés. Alors, j'ai envie de parler de benchmark déjà, de la possibilité de vraiment comparer, analyser, challenger les différentes offres et puis en faire un benchmark qui va être intéressant pour le choix de la solution, évidemment la plus adaptée. Donc le benchmark est très intéressant à faire, accompagné ou non accompagné, comme toi tu en as fait un finalement en allant aux solutions RH et puis en y travaillant tout le long de la réflexion. Et puis lors du dépouillement des offres, une grille de comparaison avec des critères discriminants qu'on voit ensemble, évidemment, en fonction de la démarche globale, des enjeux qu'on a mis à plat, du scénario et de la trajectoire qu'on a identifiée, et puis des éléments du cahier des charges. Donc tout ça se regroupe finalement dans la grille de comparaison qu'on met à disposition et sur laquelle, grâce à laquelle on fait finalement le choix de la solution la plus adaptée. Et ce qui est important, c'est que dans l'évaluation que vous allez faire des différentes solutions, que l'on doit faire des différentes solutions, c'est d'avoir une grille d'évaluation et de cotation qui soit propre à notre projet. Par exemple, si vous avez besoin d'avoir beaucoup d'interfaces en temps réel,
ça va être un élément très discriminant dans votre projet, alors que ceux qui sont sur une gestion des temps plutôt simple, avec des gestions de cadre en forfait jour, cette notion a peut-être moins de poids que celle qu'elle pourrait avoir dans d'autres secteurs d'activité. Il en est de même dans la gestion de la participation et de l'intéressement. Si c'est un élément qui pour vous n'est pas discriminant, parce que vous avez un outil interne ou un prestataire qui vous le gère, ce poids-là sera relatif. Nous, on gère l'intéressement et la participation en interne. Donc, la capacité des offreurs à pouvoir embarquer ces éléments-là, pour nous, c'était quelque chose d'important. Oui. Et donc, c'est vraiment à adapter en fonction de votre réalité, de tout le travail en amont que vous avez fait, qui vient d'être rappelé par Aurélie. Et on terminera par le choix, suite au choix de la solution, par l'aspect et l'étape de contractualisation qui va faire le lien avec le lancement du projet. Donc, je sais que tu aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on est déjà à la fin du webinaire, mais surtout un zoom, un focus sur cette contractualisation qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est porteuse de tous les engagements du projet et sur laquelle il faut vous faire aider des juristes dont vous disposez, qui font partie de votre société, pour arriver à un début de projet dans les meilleures conditions. Alors, la contractualisation, c'est finalement la finalisation de l'ensemble des étapes que tu as décrites, Aurélie, dans les slides et l'objet de notre échange. Il faut être vigilant. Alors, en fonction du type de solution on-premise ou SaaS, quand je vois la question qui est posée, on a plus ou moins de marge de manœuvre quant à l'évolution du cadre réglementaire et des conditions générales de vente. Par contre, il faut essayer d'avoir un contrat qui soit équilibré et qui engage l'offreur sur la proposition qu'il vous a faite et s'assurer que les besoins essentiels qui sont les vôtres soient bien matérialisés. Donc, soit en annexant l'offre commerciale, nous, on a fait des listes de questions-réponses, des listes de questions-réponses complémentaires aux offres. On les a un peu malmenées. Mais ils ont été très pros. On les a un peu malmenés parce que, on était dans du détail très pointu. C'était important pour nous, c'était important pour eux. Et cette phase de contractualisation a été bien plus longue que prévu puisqu'on y a passé pas loin de 3 mois. Pas loin de 3 mois, ce qui est énorme. Mais c'est une phase très, très, très importante. Et aujourd'hui, le projet a commencé, on n'a pas ouvert le contrat une seule fois. Oui. Et d'ailleurs, nous travaillons ensemble. Oui, toi et moi, on est sur la phase projet, et c'est vrai que ça nous permet de boucler la boucle et de vous dire à quel point ça a été important, toute cette phase de réflexion amont, pour être maintenant dans une phase de projet qui est sereine, malgré la vie du projet, mais qui permet de partir sur des bases solides grâce notamment à la contractualisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fares, pour ton témoignage. Ça a été très, très enrichissant. J'espère que nous avons apporté de la valeur ajoutée grâce à ce webinaire. Et puis, me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous, et merci de votre attention. Merci à tous. Merci, Fares.